l'an 970 après Jésus-Christ. Quelque part au Groenland, dans une ferme battue par les vents glacials de l'Arctique, une fille vient au monde. Son père n'est autre qu'Éric le Rouge, le viking le plus redouté de son époque. Un homme banni 2 fois pour meurtre, exilé de Norvège puis d'Islande, qui a transformé sa disgrâce en conquête en fondant la première colonie européenne au Groenland. Cet enfant porte en elle l'héritage d'un lignage maudit, marqué par le sang et la violence. Le nom de sa mère reste inconnu à ce jour. Les sagas islandaises ne la mentionnent jamais, ce qui laisse penser qu'elle était une femme de peu d'importance, peut-être une esclave ou une concubine. Freydis Eiríksdóttir est probablement une fille illégitime, la bâtarde d'Éric, celle qui n'aurait jamais dû compter. Mais dans cette famille, où coule le sang chaud des explorateurs et des tueurs, peu importe les origines. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait de son nom. Éric le Rouge n'était pas un homme ordinaire. Son propre père, Thorvald Asvaldsson, avait été chassé de Norvège vers 960 après avoir commis un meurtre. La famille s'était réfugiée en Islande, espérant un nouveau départ. Mais le tempérament violent d'Éric ne tarda pas à se manifester. En 982, après une dispute de voisinage qui dégénère, il tue 2 des fils de son voisin Thorgest. Le crime est impardonnable. L'assemblée locale le bannit pour 3 ans. Au lieu de courber l'échine, Éric prend la mer. Il avait entendu parler de terres mystérieuses à l'ouest, aperçues un siècle plus tôt par Gunnbjörn Ulfsson. 4 jours de navigation périlleuse à travers l'Atlantique Nord et il atteint ces côtes désolées. Ce qu'il découvre est un territoire hostile, écrasé par la glace, mais avec quelques vallées verdoyantes le long de la côte sud-ouest. Pendant 3 ans, il explore ces fjords, cartographie les lieux, trouve des zones propices à l'agriculture et à l'élevage. Quand son exil prend fin en 985, Éric retourne en Islande avec un plan audacieux. Il baptise cette terre Groenland, la terre verte, un nom trompeur puisque l'île est majoritairement recouverte de glace. Mais c'est un coup de marketing génial. Il raconte aux Islandais qu'une terre fertile et vierge les attend, loin de la surpopulation de l'Islande. Son charisme et ses promesses séduisent. Entre 20 et 30 navires quittent l'Islande pour le Groenland. Seuls 14 atteignent leur destination, soit environ 350 colons. Éric fonde Brattahlid, l'établissement de l'Est, près de l'actuelle ville de Qaqortoq. Il devient le chef suprême du Groenland, riche et respecté. C'est dans ce monde rude que Freydis grandit. Elle partage son foyer avec ses demi-frères, Leif, Thorvald et Thorstein, les fils légitimes d'Éric et de son épouse Théodilde. Malgré son statut de bâtarde, elle semble avoir entretenu de bonnes relations avec sa famille. Le nom qu'elle porte, Eiríksdóttir, signifie « fille d'Éric » en vieux norrois. C'était une façon de reconnaître son lignage, même si elle n'avait pas les mêmes droits que ses frères. Freydis hérite du tempérament explosif de son père. Les sagas la décrivent comme une femme au caractère bien trempé, colérique, autoritaire. Mais elle possède aussi une beauté remarquée et une intelligence rusée qui lui permet de manipuler ceux qui l'entourent. On l'a mariée à un certain Thorvar, un homme qu'elle a épousé uniquement pour sa fortune. Les chroniques le décrivent comme un faible, un lâche même, totalement dominé par sa femme redoutable. Pendant que Freydis vit sa jeunesse au Groenland, son demi-frère Leif Erikson, dit Leif le Chanceux, s'illustre dans l'exploration. Vers l'an 1000, il prend la mer vers l'ouest et découvre de nouvelles terres au-delà de l'océan. Il nomme ces territoires Helluland, la terre des pierres plates, probablement l'île de Baffin, Markland, la terre des forêts, le Labrador, et Vinland, la terre des vignes, Terre-Neuve. Leif construit des maisons au Vinland, dans un lieu qui correspond aujourd'hui à Lance aux Meadows, à Terre-Neuve au Canada. C'est la première présence européenne confirmée en Amérique du Nord, 5 siècles avant Christophe Colomb. Vers 1010, Thorfinn Karlsefni, un riche marchand islandais, décide d'organiser une grande expédition vers le Vinland. Il veut établir une colonie permanente dans ces terres riches. 3 navires, plus de 60 hommes, et des femmes aussi, car Karlsefni envisage une installation durable. Parmi ces femmes se trouve Freydis Eiríksdóttir, enceinte de 8 mois. Pourquoi une femme enceinte jusqu'aux yeux embarquerait-elle pour un voyage aussi dangereux? Les ragas ne le disent pas clairement, mais on peut deviner. Freydis avait probablement soif d'aventure. Ce désir d'exploration qui coulait dans les veines de tous les descendants d'Éric. Elle ne voulait pas rester confinée dans une ferme du Groenland pendant que les hommes partaient conquérir de nouveaux mondes. Elle voulait sa part de gloire. L'expédition atteint le Vinland sans encombre. Les Vikings s'installent dans les maisons construites par Leif quelques années plus tôt. Au début, tout se passe bien. Ils explorent les environs, chassent, pêchent, coupent du bois.
puis ils rencontrent les autochtones, que les Vikings appellent les Skrælings. Le terme signifie « ceux qui crient » ou « porteurs de peau » selon les interprétations. Il s'agit probablement des peuples autochtones de la région, peut-être des Beothuks ou des Micmacs. Les premiers contacts sont pacifiques. Les Skrælings sont curieux, intéressés par le commerce. Les Vikings leur proposent des produits laitiers, du lait, du fromage, des denrées que les Nordiques produisent depuis des générations. Les autochtones acceptent, goûtent ces aliments nouveaux pour eux. Mais très vite, plusieurs d'entre eux tombent malades. Des crampes d'estomac violentes, des vomissements, tous les symptômes d'une intolérance au lactose sévère. Ces peuples n'avaient jamais consommé de produits laitiers auparavant. Leur organisme ne possédait pas les enzymes nécessaires pour les digérer. Les Skrælings, voyant leurs compagnons souffrir atrocement après avoir mangé la nourriture des étrangers, n'ont qu'une seule explication. Les Vikings tentent de les empoisonner. La confiance est rompue. Quelques jours plus tard, une nuit, les Skrælings attaquent le campement viking. Ils arrivent en nombre, équipés d'armes que les Nordiques n'ont jamais vues, des catapultes rudimentaires qui lancent des projectiles dans un bruit terrifiant. Les sagas parlent de branches émettant des sons inhabituels. L'effet est dévastateur sur le moral des Vikings. Pris de panique face à ces armes inconnues, les guerriers nordiques reculent. Puis ils fuient carrément, abandonnant le campement, courant vers les bois. La bataille tourne au désastre. Les Skrælings avancent, repoussant les Vikings qui, pour la première fois depuis des décennies de raids et de conquêtes, se retrouvent dominés. C'est à ce moment que Freydis intervient. Restée au campement à cause de sa grossesse avancée, elle voit les guerriers fuir comme des lâches. Sa colère explose. Elle hurle après eux « Pourquoi fuyez-vous devant ces créatures sans valeur? Vous êtes des hommes robustes. Vous pourriez les abattre comme du bétail. Donnez-moi une arme. Je me battrai mieux que n'importe lequel d'entre vous. » Personne ne l'écoute. Les guerriers continuent leur retraite désordonnée. Freydis, le ventre énorme, enceinte de 8 mois, refuse d'abandonner. Elle se traîne vers le champ de bataille, avançant péniblement à travers les bois. Elle trébuche sur le cadavre d'un de ses compagnons, tombé au combat. À côté du corps, une épée. Elle s'en empare. Les Skrælings la repèrent. Ils avancent vers elle, pensant avoir une proie facile. Mais Freydis ne recule pas. Au contraire, elle déchire ses vêtements, exposant sa poitrine nue et son ventre gonflé. Puis, l'épée à la main, elle se frappe le sein avec le plat de la lame tout en poussant un cri de guerre guttural, inhumain. Le spectacle est hallucinant. Une femme enceinte, seins nus, hurlant comme une possédée, se frappant avec une épée. Les Skrælings n'ont jamais rien vu de tel. Dans leur culture, une femme enceinte est sacrée, protégée. Ce comportement défie toute logique, toute compréhension. Terrifiés par cette apparition qu'ils prennent peut-être pour un être surnaturel ou un esprit maléfique, les guerriers autochtones se replient. Ils abandonnent l'attaque et retournent vers leurs embarcations. Freydis a sauvé le campement. Seule, enceinte, armée uniquement de son courage et de sa folie, elle a repoussé une armée entière. Quand les guerriers vikings reviennent au camp, honteux de leur fuite, ils découvrent Freydis debout, épée à la main, le visage dur. Ils la louent pour son courage exceptionnel, reconnaissant qu'une femme a montré plus de bravoure que tous les hommes réunis. Quelques semaines plus tard, Freydis accouche. Elle donne naissance à un fils qu'elle nomme Snorri. C'est le premier enfant européen né en Amérique du Nord, un fait historique remarquable. Mais Freydis n'a pas le temps de savourer cette gloire maternelle. L'expédition de Karlsefni tourne mal. Les tensions avec les Skrælings rendent toute colonisation permanente impossible. Les Vikings sont constamment sur leur garde, incapables de cultiver la terre ou de développer des installations durables. Après 3 hivers au Vinland, Karlsefni décide de rentrer au Groenland. L'expédition est un échec. De retour au Groenland, Freydis rumine. Elle a goûté à l'aventure, à la gloire, à cette sensation grisante d'être une guerrière redoutée. Mais maintenant, elle se retrouve coincée dans une ferme avec un mari qu'elle méprise et un statut de bâtarde qui la limite. Ses frères sont célébrés comme des héros, des explorateurs qui ont découvert de nouveaux mondes. Elle, malgré son exploit contre les Skrælings, reste dans l'ombre. L'envie la ronge. Elle veut sa propre expédition, sa propre chance de s'enrichir et de se tailler une réputation. Mais organiser un voyage vers le Vinland coûte cher. Il faut des navires, des provisions, un équipage. Freydis n'a pas les moyens de financer ça seule, même avec la fortune de Thorvard. C'est alors qu'elle entend parler de 2 frères islandais, Helgi et Finnbogi, qui viennent de débarquer au Groenland. Ce sont des marchands ambitieux qui possèdent un navire et cherchent des opportunités commerciales. Freydis voit immédiatement le potentiel. Elle va les trouver avec une proposition alléchante, une expédition commune vers le Vinland où ils partageront équitablement les profits.
Moitié pour elle, moitié pour les deux frères. L'accord semble honnête. Chaque partie amènera son propre navire et 30 hommes, sans compter les femmes. Ils utiliseront les maisons construites par Leif, que Freydis peut emprunter grâce à son lien familial. Leif avait été clair. Il prêtait les maisons, ne les donnait à personne, même pas à sa propre sœur. Mais Freydis compte bien utiliser cet avantage pour dominer l'expédition. Helgi et Finnbogi acceptent. Les préparatifs commencent. Mais dès le début, Freydis triche. En secret, elle embarque 5 hommes supplémentaires sur son navire, violant ainsi l'accord. 35 guerriers au lieu de 30. Un avantage qui pourrait se révéler décisif en cas de conflit. Les deux frères ne remarquent rien avant le départ. Les deux navires prennent la mer, avec l'intention de naviguer côte à côte. Mais les frères islandais, meilleurs navigateurs ou simplement chanceux, arrivent au Vinland quelques jours avant Freydis. Trouvant le campement désert, ils s'installent dans les maisons de Leif et commencent à décharger leurs affaires. Quand Freydis arrive et découvre que les frères ont pris possession des maisons, sa rage est immédiate. Elle les confronte brutalement. « Pourquoi avez-vous mis vos affaires ici ?» Les frères, surpris, répondent calmement. « Nous pensions que tu avais l'intention de respecter ta parole. »« Leif m'a prêté ces maisons à moi, pas à vous », rétorque Freydis avec un mépris glacial. L'un des frères, probablement Helgi, répond avec amertume « En matière de malice, nous ne pouvons pas rivaliser avec toi. La tension est palpable. » Les frères, comprenant qu'ils ont affaire à une adversaire sans scrupules, décident de ne pas insister. Ils sortent leurs affaires des maisons et construisent leur propre longue maison à l'écart du campement, près d'un lac. Les deux groupes vivent séparés dans une méfiance mutuelle. L'hiver au Vinland est long et dur. Les ressources sont limitées. Chacun doit chasser et pêcher pour survivre. Les relations entre les deux camps se dégradent de jour en jour. Freydis, qui avait espéré dominer l'expédition, se retrouve en situation d'égalité avec les frères. Pire, elle réalise qu'ils ont probablement autant de provisions qu'elle et que le butin devra vraiment être partagé équitablement. C'est inacceptable pour elle. Elle qui avait imaginé s'enrichir considérablement voit ses plans contrecarrés. Une nuit d'hiver, alors que la neige recouvre le campement, Freydis se lève avant l'aube. Elle ne met pas de chaussures, marchant pieds nus sur le sol gelé recouvert de rosée. Elle enfile la cape de son mari et se dirige vers la longue maison des frères islandais. Un homme était sorti peu avant et avait laissé la porte entr'ouverte. Freydis entre silencieusement. À l'intérieur, presque tout le monde dort. Seul Finnbogi, l'un des deux frères, est éveillé, étendu sur sa couche. Il aperçoit Freydis dans l'embrasure de la porte et chuchote. « Qu'est-ce que tu viens faire ici, Freydis ?»« Je veux que tu te lèves et que tu viennes dehors. »« J'ai à te parler, » répond-elle à voix basse. Finnbogi, surpris mais curieux, se lève et la suit. Ils sortent et s'assoient sur un tronc d'arbre près du mur de la maison. Freydis lui demande « Est-ce que tu te plais ici ? La terre est riche et belle, mais je n'aime pas ce conflit qui s'est installé entre nous. Je pense que nous n'avions aucune raison de devenir ennemis, » répond Finnbogi avec sincérité. « Tu as raison, » dit Freydis. Puis elle ajoute « Je suis venu te proposer d'échanger nos navires. Le vôtre est plus grand que le mien et je veux rentrer au Groenland. Je peux accepter cet échange si ça te fait plaisir, » répond Finnbogi, pensant peut-être qu'un geste de bonne volonté pourrait apaiser les tensions. Freydis repart vers sa propre maison. Mais au lieu de préparer l'échange de navires, elle met en œuvre un plan bien plus sombre. Quand elle rentre chez elle, pieds nus et froids, Thorvar, son mari, se réveille et lui demande pourquoi ses pieds sont gelés. Freydis explose alors dans une rage calculée. « Je suis allé voir les frères pour leur proposer d'acheter leur navire, car je voulais un bateau plus grand, mais ils m'ont battu, ils m'ont maltraité. Et toi, misérable lâche, tu ne vengeras ni mon honneur ni le tien. Je réalise maintenant que je suis loin de ma terre natale, et si tu ne venges pas cette insulte, je divorcerai de toi. » C'est un mensonge total. Finnbogi ne l'a pas touché, mais Freydis sait exactement comment manipuler son mari. La menace du divorce est sérieuse dans la société viking. Thorvar, confronté au choix entre défendre l'honneur de sa femme ou la perdre, cède à la pression. Aveuglé par la colère et la honte, Thorvard rassemble ses hommes. Il leur ordonne de prendre les armes et de le suivre. Ils marchent vers la longue maison des frères dans le froid de la nuit. Ils entrent pendant que tout le monde dort. Un par un, ils attachent les hommes de Helgi et Finnbogi, les sortent dehors, pieds et poings liés. Freydis attend à l'extérieur. Chaque homme ligoté qui sort de la maison est immédiatement exécuté sur son ordre. Le massacre est méthodique, impitoyable. Les cris des victimes déchirent la nuit, mais personne ne viendra les sauver. Rapidement, tous les hommes sont morts, leurs corps entassés dans la neige rouge de sang. Il ne reste que les femmes. 5 femmes qui se tiennent à l'intérieur de la longue maison, terrorisées par les hurlements qu'elles ont entendus.
Les hommes de Torvar refusent de les tuer. Ils ont accepté de massacrer des guerriers endormis par traîtrise, mais tuer des femmes sans défense franchit une ligne qu'ils ne peuvent pas accepter. Freydis, voyant l'hésitation de ces hommes, ne montre aucune pitié. « Apportez-moi une hache », on lui tend l'arme. Freydis entre dans la longue maison. Les 5 femmes la regardent, sachant ce qui va arriver. Freydis les massacre toutes, une par une, avec une brutalité froide. Les coups de hache résonnent dans la nuit. Quand elle ressort, son visage et ses vêtements sont couverts de sang. Elle affiche un air de satisfaction. Elle se tourne vers ses hommes, terrifiés par ce qu'ils ont vu. « Si nous avons la chance de revoir le Groenland, je ferai tuer quiconque parlera de ces événements. Nous dirons que les frères et leur équipage ont décidé de rester ici au Vinland parce qu'ils aimaient cette terre. Est-ce clair ? Personne n'ose protester. La menace est explicite. Ils ont tous participé à un massacre. Ils sont tous complices. Parler signifierait leur propre mort. Le silence s'installe, un silence lourd, hanté par les fantômes de plus de 30 personnes assassinées pendant leur sommeil. Au printemps, après un hiver passé dans le sang et le mensonge, Freydis ordonne à son équipage de charger le navire des frères islandais. C'est un bateau plus grand, plus robuste que le sien, capable de transporter beaucoup plus de marchandises. Ils le remplissent de bois précieux coupés au Vinland, de fourrures, de toutes les richesses qu'ils ont pu accumuler pendant ces mois. Le navire de Freydis part en premier, laissant derrière lui le campement désert et les tombes à peine dissimulées de plus de 30 victimes. Le voyage de retour vers le Groenland se passe sans incident majeur. Quand ils accostent, Freydis garde sa version des faits. Les frères et leur équipage ont adoré le Vinland et ont décidé d'y rester pour établir une colonie permanente. Elle distribue généreusement des cadeaux à tous ceux qui pourraient poser des questions, les achetant avec le butin volé. Mais les secrets ne restent jamais enfouis très longtemps. Dans les communautés vikings, où tout le monde se connaît, où les histoires circulent rapidement, des rumeurs commencent à se répandre. Des membres de l'équipage, rongés par la culpabilité ou incapables de garder un tel secret, parlent. Ils chuchotent dans les tavernes, confient leurs cauchemars à leurs proches. Les détails du massacre commencent à filtrer. Les nouvelles finissent par atteindre Leif Erikson, le frère de Freydis. Leif, l'explorateur respecté, celui qu'on appelle le chanceux, est furieux en apprenant la vérité. Sa propre sœur a utilisé son nom, ses maisons, pour commettre un massacre. Elle a trahi son hospitalité, son honneur. C'est inacceptable. Leif convoque 3 hommes de l'expédition et les torture pour obtenir la vérité complète. Sous la douleur, ils avouent tout. Le mensonge de Freydis à son mari, l'attaque nocturne, le massacre des hommes ligotés, le meurtre des femmes à la hache. Chaque détail sordide est révélé. Leif se retrouve face à un dilemme terrible. Sa sœur a commis des crimes abominables, des actes qui déshonorent toute la famille. Dans la société viking, de tels crimes méritent la mort. Mais Freydis reste sa sœur, le sang de leur père, Éric le Rouge, coule dans ses veines. Leif ne peut pas se résoudre à ordonner son exécution. Il choisit une autre voie, le bannissement social. Freydis, son mari Torvar et leurs enfants sont déclarés infâmes. Personne ne doit leur parler, commercer avec eux, leur offrir refuge ou assistance. C'est une mort civile, une exclusion totale de la communauté. Dans une société aussi soudée que celle des Vikings du Groenland, où la survie dépend de la coopération, c'est une condamnation terrible. La saga rapporte que quiconque les connaissait ne pensait plus qu'en mal d'eux. Freydis, l'héroïne qui avait repoussé les Skraelings avec son courage, devient la traîtresse qui a massacré ses propres compatriotes. Son nom, autrefois associé à la bravoure, est maintenant synonyme de trahison et de cruauté. L'histoire de Freydis Eiríksdóttir nous est parvenue à travers 2 sagas islandaises différentes. La saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge. Ces 2 textes, écrits au XIIIe siècle, soit environ 200 ans après les événements qu'ils décrivent, racontent des versions contradictoires de la vie de Freydis. Dans la saga d'Éric le Rouge, Freydis apparaît comme une héroïne. C'est cette saga qui raconte son exploit contre les Skraelings, ce moment où, enceinte, elle repousse seule une armée entière en se frappant la poitrine avec une épée. Le texte la présente comme une femme courageuse, forte, digne de respect. Il n'y a aucune mention du massacre au Vinland dans cette version. En revanche, la saga des Groenlandais raconte une histoire complètement différente. Dans ce texte, Freydis n'est pas une héroïne, mais une meurtrière manipulatrice. C'est cette saga qui détaille le massacre de Helgi, Finnbogi et leur équipage. Elle la dépeint comme une femme très hautaine qui a épousé Thorvard uniquement pour son argent, une personne avide et sans scrupules. Pourquoi ces 2 versions si différentes ? Les historiens débattent depuis des siècles.
Certains pensent que la saga d'Éric le Rouge, écrite par un clerc chrétien, a délibérément adouci l'image de Freydis pour en faire une figure plus acceptable. Les auteurs médiévaux chrétiens avaient du mal avec l'idée de femmes guerrières brandissant des épées. C'était contraire à leur vision de la féminité chrétienne. Ils préféraient peut-être célébrer son courage plutôt que de reconnaître sa violence. D'autres historiens suggèrent que les deux histoires concernent peut-être deux personnes différentes nommées Freydis, ou que les événements ont été mélangés au fil des décennies de transmission orale avant d'être couchés par écrit. Il est également possible que Freydis ait participé à deux expéditions distinctes au Vinland, une avec Karlsefni, où elle s'est comportée héroïquement, et une autre avec les frères islandais, qui s'est terminée en bain de sang. La vérité, comme souvent avec les sagas vikings, se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes. Freydis était probablement à la fois courageuse et cruelle, héroïque et meurtrière. Ces qualités ne s'excluent pas mutuellement. L'histoire des Vikings est remplie de personnages complexes qui pouvaient faire preuve d'un courage extraordinaire au combat tout en commettant des actes de brutalité choquantes. Freydis Eiríksdóttir représente quelque chose de fascinant dans l'histoire viking, la réalité des femmes guerrières nordiques, les fameuses skjaldmøs. Pendant longtemps, les historiens ont considéré ces guerrières comme des mythes, des inventions littéraires sans fondement réel. Mais les découvertes archéologiques récentes ont changé cette perspective. En 2011, des analyses ADN ont confirmé que la fameuse guerrière de Birka, une tombe suédoise du Xe siècle contenant des armes de haute qualité, appartenait bien à une femme. D'autres études ont montré qu'entre 30 et 50% des envahisseurs vikings qui ont attaqué l'Angleterre étaient des femmes. Ces chiffres stupéfiants révèlent que les femmes nordiques participaient activement aux expéditions vikings, non seulement comme épouses ou servantes, mais comme guerrières à part entière. La société viking avait une vision de la féminité très différente de celle des autres cultures européennes de l'époque. Les femmes nordiques pouvaient posséder des terres, divorcer, diriger des fermes et apparemment se battre aux côtés des hommes. Cette relative égalité des sexes était exceptionnelle pour le Moyen-Âge. Freydis incarne cette réalité historique. Elle n'était pas une simple épouse restant à la maison. Elle participait aux expéditions, prenait les armes, commandait des hommes. Son courage face aux Skrælling, qu'il soit embelli par la légende ou non, reflète une vérité plus large. Les femmes vikings pouvaient être aussi féroces que leurs homologues masculins. Mais Freydis représente aussi les aspects les plus sombres de la culture viking. La société nordique valorisait la force, la ruse, l'ambition. L'honneur était primordial, mais cet honneur était souvent défendu par la violence. Les sagas sont remplies d'histoires de vengeance sanglante, de trahison, de massacres familiaux. Dans ce contexte, les actions de Freydis, aussi horribles soient-elles, ne sont pas uniques. Elle s'inscrit dans une tradition de violence qui était la norme pour son époque. Le fait qu'elle soit une femme rend son histoire encore plus remarquable. Un homme viking qui aurait massacré 30 personnes pour voler leurs bateaux et leurs richesses aurait été considéré comme particulièrement impitoyable, mais pas nécessairement exceptionnel. Freydis, en tant que femme commettant les mêmes actes, devenait une anomalie, quelque chose de troublant et de fascinant à la fois. Après son bannissement social au Groenland, Freydis disparaît des sagas. Nous ne savons pas comment elle a fini sa vie, ni quand elle est morte. C'est comme si, une fois déshonorée, elle cessait d'exister pour les conteurs d'histoire. Certains historiens pensent qu'elle a été exilée du Groenland, forcée de partir avec sa famille vers des terres inconnues. D'autres suggèrent qu'elle a vécu le reste de sa vie dans l'isolement, évitée par tous, survivant grâce aux richesses qu'elle avait volées au Vinland. Il est également possible qu'elle soit morte peu de temps après son retour, victime d'une maladie ou d'une vengeance secrète des familles de ses victimes. Ce qui est certain, c'est que son nom a survécu à travers les siècles. Malgré son infamie, ou peut-être à cause d'elle, Freydis Eiríksdóttir est devenue l'une des figures féminines les plus mémorables de l'ère viking. Son histoire a été transmise de génération en génération, écrite dans les sagas, étudiée par les historiens modernes. Aujourd'hui, Freydis fascine autant qu'elle dérange. Elle est à la fois une héroïne féministe avant l'heure, une femme qui a refusé les limitations imposées à son sexe, et une meurtrière de masse qui a massacré des innocents pour son profit personnel. Ces deux aspects de sa personnalité coexistent, créant un portrait complexe d'une femme qui ne se laisse pas facilement catégoriser. L'histoire de Freydis est aussi l'histoire d'une opportunité manquée. Le Vinland, cette terre fertile d'Amérique du Nord,
aurait pu devenir une colonie viking permanente. Les conditions étaient favorables, un climat plus doux que le Groenland, des forêts abondantes pour le bois, des terres arables, de la faune sauvage. Tout ce dont les Vikings avaient besoin pour prospérer. Mais les conflits avec les peuples autochtones ont rendu l'établissement impossible. Les Vikings étaient d'excellents guerriers, mais ils étaient largement surpassés en nombre. Les Skraeling connaissaient le terrain, avaient leur propre stratégie de combat et n'allaient pas laisser des étrangers s'installer sur leurs terres sans résistance. De plus, les Vikings eux-mêmes se sont révélés incapables de coopérer. L'expédition de Karlsefni a échoué en partie à cause des tensions internes, des querelles à propos des femmes, comme le mentionnent les sagas. L'expédition de Freydis s'est transformée en massacre fratricide. Cette incapacité à travailler ensemble pour un objectif commun a condamné les tentatives de colonisation. Après ces échecs, les Vikings ont essentiellement abandonné le Vinland. Ils ont continué à faire des voyages occasionnels pour couper du bois, mais aucune colonie permanente n'a été établie. Le Groenland, déjà isolé et vulnérable, est devenu l'avant-poste le plus lointain de la civilisation nordique. Les colonies du Groenland elles-mêmes ont fini par disparaître. L'établissement de l'Est a survécu jusqu'au début du XVe siècle, environ 400 ans après sa fondation par Éric le Rouge. L'établissement de l'Ouest a disparu plus tôt, probablement au XIVe siècle. Les raisons exactes de cette disparition restent mystérieuses. Le refroidissement climatique du petit âge glaciaire a rendu l'agriculture de plus en plus difficile. Les contacts avec l'Europe se sont raréfiés. Des conflits avec les Inuits, qui commençaient à migrer vers le sud, ont peut-être contribué au déclin. Quand les explorateurs européens sont revenus au Groenland à la Renaissance, ils n'ont trouvé que des ruines et des légendes. Pourquoi l'histoire de Freydis continue-t-elle à nous captiver 1000 ans après sa mort? Peut-être parce qu'elle défie nos attentes. Dans notre imagination populaire, les Vikings sont des guerriers masculins avec des casques à cornes qui n'ont jamais existé historiquement, soit dit en passant. Les femmes de l'ère viking sont souvent présentées comme des épouses et des mères, confinées au foyer, pendant que les hommes partent à l'aventure. Freydis explose cette vision simpliste. Elle était enceinte et se battait quand même. Elle dirigeait des expéditions dans un monde dominé par les hommes. Elle prenait des décisions stratégiques, commandait des équipages, manipulait des situations à son avantage. Elle était aussi violente, aussi ambitieuse, aussi impitoyable que n'importe quel chef viking masculin de son époque. Son histoire nous rappelle que les femmes ont toujours participé à l'histoire, même dans les contextes les plus improbables. Elles n'étaient pas toujours des victimes passives ou des figures maternelles douces. Certaines étaient des guerrières, des exploratrices, des leaders, et certaines, comme Freydis, étaient des meurtrières. Cette ambivalence morale rend Freydis particulièrement intéressante pour notre époque. Nous vivons dans un temps où les personnages féminins forts sont célébrés, où nous cherchons des modèles de femmes puissantes dans l'histoire. Mais Freydis nous met au défi de reconnaître que le pouvoir et la force ne sont pas toujours nobles. Une femme forte peut aussi être une femme terrible. Le féminisme ne consiste pas à prétendre que toutes les femmes sont bonnes et vertueuses, mais à reconnaître leur pleine humanité, y compris leur capacité à faire le mal. Freydis a fait preuve d'un courage extraordinaire contre les Skraelings. Elle a aussi massacré 30 personnes de sang-froid pour voler leurs richesses. Ces deux faits coexistent. Elle était courageuse et impitoyable, héroïque et monstrueuse. C'est cette complexité qui la rend si fascinante. Quand on étudie l'histoire de Freydis, on se heurte immédiatement à la question de la fiabilité des sources. Les sagas islandaises, notre principale source d'information sur elle, ont été écrites 200 à 300 ans après les événements qu'elles décrivent. Elles sont basées sur la tradition orale, transmise de génération en génération, embellie, modifiée, peut-être même inventée en partie. Les historiens modernes débattent constamment de la part de vérité dans les sagas. Certains pensent qu'elles reflètent des événements réels, préservés par une culture qui valorisait la mémoire et la narration précise. D'autres les considèrent comme des œuvres de fiction littéraire, créées pour divertir et enseigner des leçons morales plutôt que pour documenter l'histoire. La vérité se situe probablement entre ces deux extrêmes. Les sagas contiennent certainement des éléments historiques réels. Les noms de personnes, les lieux, les grandes lignes des événements correspondent souvent à d'autres sources historiques. Les découvertes archéologiques à Lance aux Meadows ont confirmé que les Vikings ont bien atteint Terre-Neuve vers l'an 1000, exactement comme le disent les sagas. Mais les détails spécifiques, les dialogues, les motivations psychologiques des personnages sont probablement embellis ou inventés. Quand Freydis dit « Pourquoi fuyez-vous devant ces créatures sans valeur ?»
Ces mots exacts ont-ils vraiment été prononcés? Ou sont-ils une reconstruction dramatique d'un auteur du XIIIe siècle? Il est également important de se rappeler que les sagas avaient un agenda. Les auteurs, souvent des clercs chrétiens, écrivaient dans un but moral et didactique. Ils voulaient enseigner des leçons sur l'honneur, le courage, les dangers de l'ambition excessive, l'importance de la loyauté familiale. Freydis, dans ce contexte, devient un personnage exemplaire, une mise en garde contre la cupidité et la trahison. Malgré ces incertitudes, nous pouvons raisonnablement conclure que Freydis Eiríksdóttir a probablement existé. Une femme de ce nom, fille d'Éric le Rouge, a participé à une ou plusieurs expéditions au Vinland au début du XIe siècle. Elle s'est distinguée d'une manière ou d'une autre, suffisamment pour que son nom soit préservé dans la mémoire collective. Les détails exacts de ses actions restent flous, mais l'essence de son histoire, une femme viking courageuse et controversée, semble authentique. L'histoire de Freydis a inspiré de nombreuses œuvres culturelles au fil des siècles. Dans la littérature moderne, elle apparaît dans des romans historiques, des récits fantastiques, des bandes dessinées. Les auteurs sont fascinés par son ambivalence, cette dualité entre héroïsme et monstruosité. En 2019, l'écrivain français Laurent Binet a publié « Civilisation », un roman uchronique où Freydis joue un rôle central. Dans cette version alternative de l'histoire, elle réussit à établir une colonie durable en Amérique et introduit le fer, les chevaux et les anticorps aux maladies européennes, aux civilisations précolombiennes, changeant radicalement le cours de l'histoire mondiale. C'est une réflexion fascinante sur les conséquences qu'aurait pu avoir le succès des colonies vikings en Amérique. À la télévision, Freydis apparaît dans plusieurs séries. Dans Vikings Valhalla, la série Netflix lancée en 2022, elle est l'un des personnages principaux, interprété par l'actrice Frida Gustafsson. Cette version de Freydis mélange des éléments des deux sagas, présentant une guerrière complexe luttant pour trouver sa place dans un monde violent. Ces représentations modernes tendent à adoucir ou à justifier les actions de Freydis. Le massacre au Vinland est souvent omis ou minimisé. Les créateurs préfèrent se concentrer sur son courage contre les Skrellings, son statut de femme forte dans un monde d'hommes. C'est compréhensible d'un point de vue narratif, mais cela risque de créer une image déformée du personnage historique. La vraie Freydis était probablement plus complexe et plus dérangeante que ces versions édulcorées. Elle nous met mal à l'aise parce qu'elle ne correspond pas aux archétypes rassurants. Elle n'est ni une héroïne pure, ni une méchante unidimensionnelle. Elle est humaine, trop humaine, avec toutes les contradictions que cela implique. L'histoire de Freydis Eiríksdóttir est celle d'une femme qui a refusé les limites imposées par son époque et son statut. Née bâtarde dans une famille d'explorateurs légendaires, elle aurait pu se contenter d'une vie tranquille en marge de la société. Au lieu de cela, elle a choisi l'aventure, le danger, la gloire. Elle a prouvé qu'une femme enceinte pouvait être aussi courageuse qu'un guerrier aguerri. Face à une armée d'autochtones, quand tous les hommes fuyaient, elle est restée et a combattu. Son geste, aussi fou qu'il puisse paraître, a sauvé le campement viking. C'était un acte de bravoure pure, le genre d'exploit qui fait entrer les héros dans la légende. Mais cette même femme a aussi orchestré un massacre brutal. Elle a menti, manipulé, trahi. Elle a ordonné l'exécution de 30 hommes endormis, puis a personnellement massacré 5 femmes sans défense avec une hache. Ces crimes ne peuvent pas être excusés ou minimisés. Ils révèlent une cruauté, une soif de richesse et de pouvoir qui choque même dans le contexte violent de l'ère viking. Freydis incarne la complexité de l'expérience humaine. Nous sommes tous capables du meilleur et du pire. Le courage et la cruauté peuvent coexister dans le même cœur. L'ambition peut mener aussi bien à de grandes réalisations qu'à des crimes terribles. Son histoire nous rappelle aussi les opportunités manquées de l'histoire. Si les Vikings avaient réussi à coloniser durablement l'Amérique du Nord, l'histoire du monde aurait été radicalement différente. La rencontre entre Européens et Amérindiens aurait eu lieu 5 siècles plus tôt, peut-être avec des conséquences moins catastrophiques pour les peuples autochtones. Mais les conflits internes, l'incapacité des Vikings à coopérer entre eux et la résistance légitime des Skrellings ont empêché cette alternative historique. 1000 ans après sa mort, Freydis continue de nous fasciner. Elle défie nos catégories simples de héroïne ou de méchante. Elle nous force à confronter des vérités inconfortables sur la nature humaine, sur le pouvoir, sur la violence. Son nom est devenu synonyme d'une femme qui a osé prendre sa place dans un monde d'hommes, mais qui a payé ce prix avec le sang de ses victimes. Était-elle une héroïne? Une meurtrière? Une pionnière féministe? Une traîtresse sanguinaire?
La réponse est probablement tout cela à la fois. Freydis Eiríksdóttir, la viking enceinte qui a massacré 30 hommes avec une épée, reste l'une des figures les plus complexes et les plus troublantes de l'histoire nordique. Sa légende, transmise à travers les sagas et réinventée à chaque génération, nous rappelle que l'histoire n'est jamais simple et que les héros les plus fascinants sont souvent ceux qui nous mettent le plus mal à l'aise. Son sang, le sang d'Éric le Rouge, était un héritage de violence et d'exploration. Elle a honoré ce double legs jusqu'au bout, devenant à la fois une exploratrice courageuse et une tueuse impitoyable. C'est son histoire, brutale et fascinante, celle d'une femme qui a refusé de se conformer et qui, dans ce refus, est devenue une légende pour les siècles à venir.